Saint-Martin, un mois après le passage d'Irma, l'ouragan le plus violent de l'histoire. Les bateaux sont encastrés sur les routes, les voitures retournées, les maisons à ciel ouvert, l'île des Antilles est détruite à 95%. Ces dégâts, beaucoup d'habitants en ont profité pour piller les magasins éventrés. Jordi Gagnère est capitaine de la section de recherche de gendarmerie. Il est très attaché à cette île sur laquelle il s'était installé il y a 2 ans. Depuis le passage du cyclone, il ratisse avec son équipe toutes les maisons à la recherche de matériel volé. Bon, messieurs, dames, on vient dans le cadre des enquêtes pour rechercher les objets volés pendant Irma. Les fouilles des gendarmes se concentrent sur un quartier populaire proche de Bellevue, une zone commerciale entièrement pillée. Ce sont des photos et vidéos postées par les habitants sur les réseaux sociaux qui ont aidé les gendarmes dans leur enquête. On y voit des scènes de pillage par des groupes organisés. Hey. Ou même en famille, comme dans ce magasin pour enfants. Ce matin-là, c'est sur les propriétaires de cette maison que Jordi porte ses soupçons. Notre caméra n'est pas autorisée à entrer. Bonjour. Je lui expliquer qu'on est en train You de speak faire English or just French? English, ok. À Saint-Martin, fait surprenant, les 3/4 de la population ne parlent pas français. Ces propriétaires viennent de République dominicaine. Jordi doit se faire comprendre en anglais. I will need the bill of the fridge. Elle a donné les papiers à un ami et la maison s'est écroulée. La maison s'est cassée. Le propriétaire prétend que la facture d'un réfrigérateur neuf se trouve sous les décombres de la maison d'un ami. Pour les gendarmes, l'excuse est trop facile. If you don't have the bill, I take it. Yeah, because I think it's stolen from the store. Il décide alors de saisir le réfrigérateur. L'adjudant Grégory Romain est persuadé qu'il provient d'un pillage. C'est un réfrigérateur qui est complètement neuf, qui fait un peu tâche dans la maison puisque c'est pas sa place. Et il y avait déjà en fait un réfrigérateur qui était, on va dire, d'occasion, qui avait déjà été utilisé. À l'intérieur, les esprits s'échauffent. La propriétaire ne supporte pas qu'on lui vide la maison d'appareils électroménagers. Arrête là. Lève-toi. Arrête. Les enquêteurs continuent la perquisition et découvrent encore de l'électroménager et de l'outillage, encore dans leur carton d'emballage. On va ouvrir un magasin. On a un frigo, une machine à laver, plusieurs outillages, un ventilateur et quelques petites choses des magasins numériques. Donc là, on n'est pas forcément sur quelqu'un qui a volé, mais quelqu'un qui recèle réellement, dans le sens où ils ont des objets volés chez eux, ils savent que c'est volé, donc c'est une infraction. Quelle valeur là à peu près? On est à quoi? On est à un tour de 3-4 000 euros, je pense, au moins. Le Karcher et t'as juste le Karcher à noter. L'opération déménagement des gendarmes attire les voisins. Ces Saint-Martinois n'hésitent pas à désigner certaines populations comme responsables du pillage économique de l'île. Il faut bien dire les nations qui est ailleurs, qui est contre Saint-Martin et qui ont fait des dégâts. Et moi, j'ai vu beaucoup d'Espagnols qui ont pillé, c'est tout. Et voilà. Ce jeune accuse les habitants de République dominicaine. À Saint-Martin, où cohabitent plus de 120 nationalités, des tensions raciales existent. Furieuse, la propriétaire interpelle ses voisins et dénonce tout le quartier. Ouais, c'est ça. Elle dit que toute la rue a la même chose qu'elle. Ils se sont tous servis en fait. Tout a été distribué dans diverses maisons du quartier. C'est douloureux pour la population parce que, bon, hormis ça, mais c'est tout le matériel de reconstruction qui a été pillé, endommagé. Donc c'est ce qui va ralentir d'autant plus la reconstruction de Saint-Martin. En un mois, les gendarmes enchaîneront plus de 300 perquisitions comme celle-ci, soit 10 par jour, tant l'île a été mise à sac. Dans les Caraïbes, à 250 km de la Guadeloupe, Saint-Martin, une île de 90 km², coupée en deux depuis le XVIIe siècle. Au nord, un territoire français de 35 000 habitants. Au sud, une zone autonome de 45 000 personnes, sous la dépendance des Pays-Bas. Depuis 2007, la partie française de Saint-Martin est devenue une collectivité d'outre-mer indépendante, avec son propre tribunal et préfecture, et ne dépend plus de la Guadeloupe. Avec ses 37 plages de sable blanc,
Ses kilomètres de côte à perte de vue et ses paysages de rêve, l'île avait tout d'un petit coin de paradis. On l'a surnommée la perle cachée des Caraïbes. Mais le 6 septembre 2017, Irma, le plus puissant des ouragans jamais vus, frappe Saint-Martin. Des rafales de vent de plus de 370 km/h balaient tout sur leur passage. L'île de Saint-Martin est complètement soufflée et se retrouve en proie au pillage. Y'a rien là-dedans, c'est vide, c'est ma maison. Descendez, descendez. Ces scènes révèlent une pauvreté et une violence présente avant le cyclone. Cette île qui tantôt était administrée, tantôt a été laissée à l'abandon, révèle ses failles. Irma a renforcé un contraste choquant qui existait déjà entre les deux parties de l'île. Le côté hollandais vit du tourisme. Chaque année, 2,5 millions de vacanciers viennent ici profiter de ses plages et de sa réputation très festive. Sur 35 km, des dizaines de bars, restaurants, casinos, mais aussi clubs de striptease et maisons closes font de cette partie de l'île un mini Las Vegas. En face, le côté français attire 24 fois moins de voyageurs. Dans ces rues, locaux, métropolitains et immigrés vivent côte à côte. On parle français, néerlandais, mais surtout anglais, espagnol ou créole. 55% des habitants sont étrangers, la majorité sont des Haïtiens et Dominicains. Et des difficultés économiques et sociales minent ce petit territoire des Antilles. Le taux de délinquance est plus fort que dans n'importe quel autre département français, et la population est très pauvre. Un habitant sur 5 vit du RSA. D'une frontière à l'autre, seuls quelques centaines de mètres séparent les résidences de luxe à des quartiers populaires aux airs de ghetto. L'après-Irma ne sera pas le même pour tout le monde. Enquête sur Saint-Martin, une île à 2 vitesses. Bellevue, au centre de la partie française. Une zone commerciale qui a subi une double peine. En plus d'être dévastée par le cyclone, elle a été également par les pillages. C'est en face de ce magasin pour enfants victime d'une razzia que Stéphane Assimon détient une concession automobile. Donc là, ici, on est à l'intérieur du showroom. Donc j'avais fait mettre toutes les voitures en les protégeant par rapport à Irma. Mais là, en fait, on découvre aussi l'après-Irma. Les véhicules qui se trouvent sans roues, l'essence qui a été siphonnée, les bombes à incendie qui ont servi de cric pour faire tenir les voitures. Tout ce qu'on voit là, c'est lié au pillage. Comme beaucoup de commerçants sur l'île, Stéphane ne peut plus rouvrir son entreprise à cause des pillages. Il a perdu ses 250 voitures. Ses ordinateurs et écrans télé ont disparu. Et tous les bureaux ont également été vandalisés. Là, en fait, dans ce bureau-là, ils ont tagué. Ils ont tagué une vitre en signant Coolest The Gang. Dernière petite signature du vandalisme gratuit. L'extincteur à poudre qui a été déversé dans tout le bureau, je ne sais pas pourquoi ça les a amusés. Mais je ne suis pas le seul, ils ont fait ça partout. Une enquête de gendarmerie est en cours pour tenter de retrouver les auteurs. Mais aujourd'hui, Stéphane est encore sous le choc. Le lendemain de l'ouragan, alors qu'il venait constater les dégâts dans son entreprise, il croisait ses voleurs. Je suis venu parce qu'en fait, je regardais qu'est-ce qui s'est passé. C'est là que j'ai vu que ça avait été ouvert, qu'il y avait des gens qui étaient dans les locaux. On sent cette tension. On se dit, mince, je suis en danger, il y a sa vie à sauver. On ne sait pas si c'est l'enjeu. Mais à ce moment-là, comme on ne sait pas, il faut partir. Ce traumatisme, Stéphane le vit encore au quotidien, dès qu'il entend le moindre bruit. Voilà, je crois que ça c'est le vent qui doit... même un bruit comme ça me fait flipper. C'est juste dire qu'est-ce qui se passe en bas, quoi. Est-ce qu'ils reviennent ou pas Et puis il n'y a rien, c'est bon. Envahi par la peur, le patron de cette concession envisage de prendre une décision extrême. Il y a des choses que je vais faire pour aussi me sentir plus en confiance. Comme par exemple apprendre à se servir d'une arme. Si j'avais eu une arme, c'est clair qu'on s'en serait servi. Les lois, tout ça, franchement, on n'y pense même plus. Quelques jours plus tard, Stéphane a rendez-vous dans un centre de tir, le seul dont dispose l'île.
Depuis Irma et les scènes de pillage, Robert David, le propriétaire, n'a jamais eu autant de demandes d'inscription. Tous les stands de tir sont complets. Et le patron joue lui-même les instructeurs. Bon, je vous remonte à nouveau. On met la main là. Et l'angle de tir, c'est ça ou ça. Je crois que j'ai fait un exploit. Il a fait un 10 exceptionnel. En métropole, ces armes sont soumises à réglementation et ne peuvent être utilisées que pour la chasse ou le tir sportif. Posséder une arme pour se protéger soi-même est strictement illégal, mais ici, c'est assumé. C'est pas anodin, si je me suis inscrit à un centre de tir, c'est vraiment après ce moment d'insécurité qu'on a vécu pendant à peu près une dizaine de jours, j'ai peur de revivre ce moment-là. Il y a tellement d'entreprises qui ont fermé, donc déjà il y a des emplois qui sont en moins, et juste avoir quelque chose pour se défendre à ce moment-là, c'est faire face à la situation dans l'île, évidemment. Avec le cyclone, la criminalité à Saint-Martin est inquiétante. On recensait 220 vols avec armes pour 1000 habitants, un record comparé à des territoires d'outre-mer ou en métropole. La page armée d'épicerie chinoise, il y en a toutes les semaines. L'attaque à main. Personne ne peut m'apporter plainte. On est obligé de s'autodéfendre. Ce sentiment de peur plus fort depuis Irma pousse les habitants à s'armer. Un business de la sécurité privée émerge sur l'île. Lors de banals contrôles routiers, les gendarmes découvrent parfois à bord des véhicules des armes à feu illégales, comme ce pistolet semi-automatique, le même utilisé par les forces de l'ordre. C'est dans la voiture de 7 hommes qu'a été retrouvée cette arme interdite. Arrêté, il est entendu par un officier de police judiciaire, accompagné de son interprète. Un pistolet Glock, équipé d'un chargeur de 13 cartouches 9 mm. À qui appartient cette arme? To whom belongs this gun? I do not know the owner of the gun, but Je ne connais pas le propriétaire de l'arme, mais quand j'arrive à la boutique, Marc, il me la donne. Marc est un commerçant connu sur l'île. Il aurait embauché cet homme pour protéger son épicerie des voleurs. Reste à savoir qui des deux est le propriétaire de l'arme illégale. Le propriétaire de l'épicerie, donc certainement Marc, déclare que cette arme ne lui appartient pas et que vous lui auriez dit que vous aviez emprunté cette arme à un ami du côté hollandais. Non, je n'ai jamais dit ça. Donc il y en a un des deux qui ne dit pas la vérité. Il maintient que l'arme ne lui appartient pas et que c'est Marc qui lui... L'homme soutient que c'est le commerçant qui lui a fourni l'arme. Il devra bientôt se présenter devant le tribunal. En attendant, il est libre. Pour assurer quelques heures par jour la sécurité de l'épicerie, il était payé $1000 par mois, une offre qui tombait à pic après Irma. It's hard to get a job now because of what the hurricane did. I need to try to repair my roof. My wife and children are also in Martinique because of the hurricane. So I was just trying to have some change or so to send to them also. In my mind still is nothing wrong I do. It's I'm protecting a place. That make me look like I am the bad one. Like I am no different to the people that I was trying to protect them from. Quelques jours plus tard, au tribunal de Saint-Martin, devant le nombre incalculable d'affaires liées à Irma, le vice-procureur Paillard convoque l'homme et lui attribue une date de jugement en procédure rapide. I'm not expecting to see you anymore before the 3rd of November. L'homme sera jugé pour détention illégale d'armes à feu. Les peines prévues au code pénal, ça va être 5 ans d'emprisonnement maximum, avec possibilité d'avoir un travail d'intérêt général ou des amendes à payer. La personne qui détenait l'arme ne savait pas s'en servir, n'a pas d'antécédents. Donc on est vraiment sur du bricolage, mais bricolage qui fait que quelqu'un se retrouve avec un Glock et 13 munitions 9 mm sur lui, qui peuvent tuer et qui tuent souvent. C'est un mode de gestion privée de la sécurité qui n'est pas acceptable. Marc, le commerçant, a également été convoqué. Il a avoué s'être procuré l'arme et tente de se justifier auprès du vice-procureur. I know I did something wrong, and then I hope the judge can give me a chance for me. I was afraid. You told me you had people looting some shops and roaming around your shop. But they're going to come for me. You have to call for the gendarme. Yes. You cannot make your security yourself with a gun. Marc a été condamné à payer une amende de 1 800 € et il lui est interdit de détenir une arme soumise à autorisation pendant 5 ans. Une peine plutôt indulgente.
Le vice-procureur Paillard est conscient du chaos et de la peur qui ont régné sur l'île après le passage de l'ouragan. Lui aussi a subi personnellement Irma et ses conséquences. Alors c'était ma résidence, le Pirate. Magnifique petite résidence en bord de mer. Le toit s'est envolé sur les 2/3. On a tous eu des dégâts sur nos maisons, sur nos voitures. Et il a fallu jongler entre le travail et la vie personnelle, trouver à manger, trouver de l'eau. Les premiers jours ont été assez difficiles. Lorsque son emploi du temps le permet, le vice-procureur rejoint sa femme, Christine, pour nettoyer leur appartement dans cet immeuble en bord de mer, durement touché par le cyclone. Voilà, ce qui reste de la piscine et le mur de clôture. Il y a une vague de 6 à 8 mètres là, qui s'est abattue. C'était planté de cocotiers et il ne restait plus que celui-ci. C'était un petit peu le paradis avant? Oui, c'était bien. Pour travailler ici, c'était agréable. Mais on va continuer différemment. Yves Paillard logeait dans cet appartement au premier étage, dès son arrivée sur l'île. C'était un avant Irma, lorsqu'un deuxième poste de vice-procureur a été créé pour renforcer la justice à Saint-Martin. Inondé le soir d'Irma par plusieurs mètres d'eau, le logement du vice-procureur est depuis inhabitable. C'est infesté de moustiques et de mouches, les meubles pourrissent et l'immeuble n'est pas sécurisé et au-dessus, quand il pleut, ça goutte, puisqu'il n'y a plus de toit au-dessus. Donc c'est pas salubre. En attendant les travaux, le couple est logé dans une petite chambre d'hôtel. Malgré son statut, aucune aide particulière de l'État ne lui a été apportée. C'est difficile, il y a des tensions, il y a de la promiscuité parce qu'on est dans un tout petit espace. Il y a eu des moments difficiles, on ne pouvait pas se doucher pendant des jours, on portait toujours les mêmes vêtements, on mangeait les rations militaires. J'ai une épouse courageuse qui n'a pas voulu partir en métropole, qui n'a pas choisi la facilité. Enfin, courageusement, mais comme la plupart des gens ici, puis il a déjà suffisamment de travail, donc il ne pouvait pas se retrouver avec cette charge-là en plus. Devant l'ampleur du phénomène des pillages, le vice-procureur n'a pas voulu quitter l'île. Avec des collègues et les gendarmes sur place, une cellule de crise a immédiatement été montée. Il y avait des bandes de pillards qui circulaient sans arrêt, donc on a senti ce besoin de sécurité. Et on s'est dit, on ne peut pas laisser les choses comme ça, il faut organiser la riposte. Et la gendarmerie a bien réagi et avait une structure qui permettait de bien s'organiser. Donc nous on est restés pour donner l'appui, pour que la chaîne pénale ne soit pas cassée. Sur le plan personnel, Yves Paillard et sa femme se sont sentis livrés à eux-mêmes. En tant qu'ancien policier, il a alors pris des mesures radicales pour assurer leur propre protection. J'ai pris une arme un soir, j'ai demandé aux gendarmes une arme de poing pour passer la nuit ici. On s'est fait insulter. Oui, fucking white. Fucking white, ouais. Les problèmes ne sont pas résolus. Tout va dépendre de... Enfin, si l'île redémarre, si... les commerces peuvent ouvrir à nouveau. C'est vrai que les commerces qui ouvrent, ça peut être une tentation pour des petits braqueurs, pour aller chercher des fonds de caisse. Un mois après Irma, les petits commerces ont été les premiers à réouvrir. Le vice-procureur sait qu'ils peuvent être la cible des voleurs. C'est des Chinois, c'est pas la même communauté, il y a de l'argent, c'est facile. On voit que le jeune homme, il prend le temps de récupérer la ferraille. Voilà, il demande bien à prendre l'argent qui est en dessous parce qu'ils savent que les commerçants ne mettent pas tout dans la caisse. Et puis que les gens qui sont alentour ne sont pas très préoccupés par ce qui se passe. C'est devenu un peu banal que les supérettes soient braquées. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Marc, le commerçant qui s'était procuré une arme illégale pour protéger son épicerie. Il a accepté d'être filmé à visage découvert pour dénoncer le climat d'insécurité. 250 please. Dans le quartier, il fait partie des rares commerçants à avoir été épargnés par les pillages. S'armer était pour lui un moyen de dissuader les braqueurs. Normally have 9 supermarkets like mine. So they route 7 of them. So they have 2 left. I am feeling the next it will be me. So or try to buy some, illegal weapons. It's had bad peoples, poor peoples. That's why they come and rob. Son magasin se trouve dans le quartier d'Orléans, un des coins les plus pauvres du territoire.
où 21% de la population vit du RSA, contre 7% en Île-de-France. Marc a déjà été braqué plusieurs fois derrière son comptoir. Le dernier fait remonte à seulement 2 mois avant Irma. I remember the night I was here cashing and the guy just come with a gun and pointed at me and tell me to open the cash register, you know, €1,000 in between, but it's frightened, shaking, and, you know. Is it your wife? Oh, God, yeah, no, it's my sister. Sister? See, this kind of person I have to protect in that day, so. Depuis la série de pillages, c'est désormais dans l'épicerie que Marc a aménagé sa chambre. This is my pillow, okay? That's what I'm gonna sleep. And then what I'm gonna sleep with, I'll show you again. This 2 pieces of paper. I'm going to put it on like this and put a pillow. So every time, I make sure my eye is on that TV. Juste après Irma, le commerçant a investi dans un nouveau système de vidéosurveillance et dans une arme à feu qu'il a acquise d'une façon particulière. I am Chinese. I am the target. I try to hide a gun somewhere, yes. A person have, but I don't know who he be. He tell me the gun is cost $1,800. Or otherwise, when I get back to him, it's charging by $200 a month. So I say, okay. $200 par mois pour un pistolet semi-automatique. Ici, on n'achète pas les armes, on les loue. Un nouveau business qu'a repéré le lieutenant-colonel Manzoni, le patron des gendarmes de Lille. Il y a un commerce de location d'armes pour un vol à main armée dans telle épicerie, côté français ou côté hollandais. Beaucoup d'armes sont mises à disposition et vont servir par exemple à plusieurs méfaits et en fait sont tout simplement louées à la journée par leurs propriétaires pour faire tel ou tel fait. Louer une arme à la journée rend plus difficile sa traçabilité. Saint-Martin serait l'un des territoires français les plus armés, car les pays voisins de l'île facilitent leur accès. On est à une demi-heure de Porto Rico, premier territoire des États-Unis où l'accès à l'armement est libre là-bas. Donc on sait que par voie maritime ou aérienne, les armes circulent très librement et on se rend compte finalement, en étroite relation avec nos camarades de la police hollandaise, que oui, les armes sont bel et bien là, de par l'absence de frontières. Cette frontière, la voici, une simple route qui sépare la France des Pays-Bas. Cette démarcation, c'est aussi celle du Nil qui fonctionne à 2 vitesses. Côté français, la reconstruction est lente, les plages ont perdu de leur beauté, les rues commerçantes sont désertes. Côté hollandais, malgré les stigmates d'Irma, les plages accueillent les baigneurs. Les pelleteuses s'activent pour déblayer les zones des hôtels le long de la côte. Et dans le centre-ville, les rabatteurs ont repris place devant les nombreuses boutiques de luxe qui pratiquent le duty-free. 4 mois à peine après le passage d'Irma, les paquebots étaient déjà de retour. Ils déversent depuis des milliers de croisiéristes chaque jour. 96% des touristes de l'île arrivent partie hollandaise. Les compagnies de croisière leur déconseillent de se rendre dans la partie française, qui a plus de difficultés pour s'en sortir. Et ce côté de l'île a toujours été réputé branché et festif. La nuit, la partie hollandaise est le Las Vegas des Caraïbes, avec ses bars animés, ses soirées sur la plage et ses nombreux casinos. Ils sont près d'une quinzaine, du jamais vu pour un aussi petit territoire. Le plus grand et le plus connu est dirigé par Hervé Meunier. Il profite de règles beaucoup plus souples de cet autre côté de la frontière. Car côté français, une loi empêche l'ouverture de casinos. On n'est pas station balnéaire à Saint-Martin, on est considéré agricole. Donc c'est des choses toutes bêtes, c'est des lois napoléoniennes qui n'ont pas été changées. La partie hollandaise tire la couverture effectivement. Donc on voit que partie hollandaise, on va se retrouver avec 12-14 casinos. Partie française, 0 casino. Un mois seulement après le passage du cyclone, le casino fête déjà sa réouverture. Excellente soirée à tous et à toutes et bonne chance. L'endroit a souffert pas mal de dégâts qu'Hervé et des collègues réparent sous les yeux des clients. Salut, à bientôt. On ne se soucie pas trop des questions de sécurité. La priorité est donnée au business. C'est pas bon signe quand il y a la queue. Parce que les gens ils perdent du temps à faire la queue pour faire du change, mais ils jouent pas. Il faut que la vie reprenne à Saint-Martin, c'est primordial. Donc voilà. Alors bien sûr, les gens ne comprennent pas. Oui, il y a d'autres priorités avant d'ouvrir un casino.
Je l'entends, mais moi je suis quand même obligé de continuer ma vie normale, de gagner ma vie. C'est bien beau de faire du social, mais au bout d'un moment, il faut en manger, quoi. Alors, pour vérifier si son casino redémarre bien, Hervé s'est doté d'un nouveau gadget. Ma petite astuce pour savoir combien de clients, on passe le portail de sécurité, 404 entrées ce soir, pour l'instant. Il est que 9h, on a encore 1 heure, donc on vérifiera après, c'est pas mal. Je suis très content pour une reprise. Parmi les clients, des Saint-Martinois hollandais. It's coming, it's coming. Mais aussi des habitants venus de la partie française, où il n'y a pas de distraction. J'ai perdu mes 2 maisons, alors tu sais... Les 2 maisons sont mortes? Pas mortes, mais... Beaucoup de travaux. Oh là là. Et là, il faut vraiment se détendre parce que ça fait 1 mois que je suis en enfer, alors 1 mois. Elle me dit, Hervé, j'ai tout perdu. On n'a pas de quoi manger, on n'a pas de quoi manger, mais elle trouve quand même à venir mettre son petit billet de 20 $ pour aller se vider la tête. D'autres clients viennent ici pour des raisons différentes, comme ces 2 jeunes femmes belges. Ça va la forme? Et toi? Elles sont à la recherche d'emploi, côté hollandais de Lille, où elles ont plus leur chance. Moi là-bas j'étais barmaid à Grand Case. Mais là, il n'y a plus rien. Je suis 1000 fois mieux ici qu'en Belgique. Il n'y a pas les taxes aussi. Il fait bon, il n'y a pas les taxes. Hervé prendra rendez-vous plus tard avec ses filles, prêtes à tout pour décrocher un job. Moi je fais tout. Moi je l'ai un peu, tout. moi aussi. Moi aussi je fais tout. Tu vas voir les filles? Bon, alors on se revoit alors. Ici, les casinos font vivre beaucoup de gens sur l'île. Celui-ci emploie déjà 80 personnes. Hervé croule sous les candidatures, certaines sont très originales. Ce soir, il teste justement une danseuse pour son show principal. C'est une fille qui était là avant le cyclone, qui s'est installée sur l'île. Elle travaillait dans un club effectivement striptease de pole dance. Et là, elle s'est proposée à titre gracieux pour elle donner son petit coup de main, de venir faire un petit spectacle ce soir au casino. Peut-être si ça me plaît, je pourrais dans le futur la refaire travailler. Voilà. Alors je lui ai dit pas trop sexy, pas trop sexy. Ben, ça va. Hervé a l'air satisfait. À la fin de la prestation, le tour est joué. La danseuse Anna, originaire des pays de l'Est, se voit proposer du travail. Maybe interesting for the show, maybe the weekend, the Saturday, maybe one show every night, maybe 2-3 songs, if it's possible. If it's good for you, Yes, okay. I give you my number. Okay. When you come back, welcome, call me. Thank you very much. Merci. Pleasure. Merci. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Anna, dans une toute autre ambiance. Nous sommes dans un club de striptease. Une fois encore, l'établissement est dirigé par un Français, David. Ici, il suffit de passer la frontière pour ouvrir toutes sortes de business, y compris de ce genre. Normalement, on a une moyenne de 40 filles. Bon, mais là, il y a 7 ou 8. Je travaille beaucoup avec des filles qui viennent d'Europe de l'Est, mais moi, je travaille plus pour le tourisme. Voilà, vous avez une très jolie fille. Avantage d'être de l'autre côté de la frontière, ici, le fonctionnement des bars à striptease est moins contrôlé qu'en France. Les filles ne sont pas rémunérées par le club. Elles toucheraient de l'argent uniquement de pourboires et de danses privées qu'elles font payer aux clients derrière ce rideau. Une danse, c'est 30 $. Ça dure une chanson, c'est 3-4 minutes. Voilà. Une fille, elle peut rester 10 danses, 15 danses, 3 danses, ça dépend. En fin de soirée, elle peut faire pas mal de danses. Anna et les autres filles gagneraient plusieurs milliers d'euros par mois. La demande est forte. Elle vient de touristes et de clients français, souvent des habitués décomplexés. J'aime mon île et je défends aussi les attractions qu'il y a sur l'île. Ce qui fait la force de Saint-Martin. Les casinos, les boîtes de striptease, les bordels, vraiment tous les vices que tu n'as pas du côté français. Et avec un PIB presque 2 fois supérieur à celui côté français, il attire aussi de riches investisseurs. Perché sur les hauteurs de cette colline, Pelican Cay, un quartier résidentiel chic qui abrite des propriétés de luxe avec vue sur l'océan. Antonio Pomata est un agent immobilier spécialisé dans les résidences haut de gamme. Il a rendez-vous avec Sylvia et Giorgio, un couple de touristes intéressés pour acheter une maison de vacances.
Irma n'a pas entaché les affaires d'Antonio sur une île qui offre un argument imparable. This is a beautiful 700 square meter House. villa on the water with private pool, 5 bedroom. The ground floor you have the kitchen, living, dining area, pantry. This is really one of a kind because it's right on the corner. So you have nobody on the left, nobody on your right. It's really, and you have almost a 360 degrees view. That's wonderful. Giorgio et Silvia habitent en Suisse et font régulièrement des allers-retours aux États-Unis. Alors qu'ils étaient ici en vacances, ils ont eu un coup de cœur pour la côte hollandaise de Saint-Martin. First of all, wake up in the morning, open the window and see this. The Dutch side, it's very alive. The casinos, cruising ships every day. In the meanwhile, if you go on the French side, you still see a lot of sadness and looks like nobody's doing nothing. Cette villa est estimée à 1,3 million de dollars. Même si Irma est passée par là, pas besoin de baisser les prix des maisons. Car si Giorgio et Silvia deviennent propriétaires, ils bénéficieront d'avantages fiscaux alléchants. For example, this house and you pay $1.5 million. If you sell it next year for $2 million, you made a gain of $500,000. 500,000. That is called capital gain. The French, they call it la plus-value. How much I have to pay on that? On the Dutch side, you have to pay zero. Aucune taxe sur la plus-value de ce côté-ci de la frontière, alors qu'en partie française, elle s'élève à près de 35%. Et ce n'est pas le seul argument. On the Dutch side, you don't have the real estate tax, what they call taxe foncière on the French side. Instead of the French side, you have to pay capital gain, tax foncière, whatever it is. That's correct. Au large de l'île, il n'est pas rare de croiser des milliardaires. You see some very famous boats. Look at that one, for example. That is one of Abramovich boats. Ce bateau appartient à un richissime homme d'affaires russe, également propriétaire d'un grand club de foot anglais. We have one of the largest marinas in the region. A lot of boats come here. This has been one of the reasons why the island is so successful because it's so well connected to the rest of the world. Au même moment, la partie française, elle, est dans l'impasse. La colère gronde chez les habitants. Ce matin-là, ce sont des parents mécontents qui manifestent. Préparez nos écoles! Pensez à vos enfants! 6 mois après le passage d'Irma, ils réclament le retour à une scolarité normale pour leurs enfants. Après Irma, comment est-ce qu'on peut fermer 30 classes et recevoir les élèves dans des telles conditions? Pour pallier au déficit des établissements scolaires, cette maman s'improvise professeure. Et ça, c'est quoi? Portugal. Ouais. Olga est inquiète pour son fils Wayan, en classe de 6e. Ça, c'est tous les devoirs qu'il a eus pour le lundi depuis le mois de janvier, depuis 2 mois et demi. Ça, c'est les devoirs du jeudi. C'est un peu inquiétant quand même. Ils ont l'air d'oublier un peu que l'avenir, c'est les jeunes. C'est eux qui vont faire ce que deviendra l'île. Olga doute également du propre avenir de sa famille à Saint-Martin. Elle travaillait dans le secteur du tourisme. Greg, son compagnon, est carrossier. Irma a détruit leur maison. Alors depuis, ils logent à 3 dans cette ancienne chambre d'hôtel de 15 mètres carrés. Il n'y a plus de place. Je sais pas où foutre les affaires. Comme on est 3 et qu'il y a le petit, j'ai essayé de faire une séparation. Ça lui fasse au moins un petit coin chambre pour lui. Après, heureusement qu'on a la terrasse quand même, sur la plage, qui nous donne l'impression d'avoir une pièce en plus. La famille a quitté Nîmes pour s'installer ici il y a 11 ans. Malgré une loi qui empêche la construction à proximité de la mer, les habitations sauvages se sont multipliées dans des zones inondables, comme ici, à Grand Case. Wayan garde un souvenir difficile du passage d'Irma. On est allé chez une amie à ma mère, qui a une maison toute en béton. Et puis, c'est un peu cette maison qui nous a protégés, même si on voyait les murs trembler. Ça faisait plutôt peur. C'est des souvenirs que j'aimerais bien oublier. J'aimerais qu'on arrête de déménager toutes les 2 semaines.
J'ai trouvé ma maison, ma chambre et tout. Tout a été détruit quasiment, donc on repart avec ce qu'on a réussi à sauver avant le cyclone. Leur maison se trouve à 20 mètres de leur chambre d'hôtel et de la plage. À l'intérieur, ce n'est plus qu'un tas de décombres. Ici on est dans le salon. Jusqu'à il y a 3 semaines, là, il n'y avait plus de toit, c'était tout à ciel ouvert. Là-bas, il y avait notre petit paradis. Notre terrasse avec la cabane. On faisait nos petits barbecues, on faisait nos petites fêtes avec nos amis. Voilà, il n'y a plus rien, c'est tout sous les décombres. Ça fait moins mal que de la voir le lendemain du cyclone. Quand on est arrivé devant la maison, moi j'ai pleuré. Je me suis mis à pleurer. C'est un peu énervant parce que tu te dis, tu avais ton petit endroit à toi, tu étais tranquille et tout. Et tu reviens ici, tu vois que tout est cassé. 6 mois après le passage d'Irma, les travaux de leur maison viennent à peine de commencer. Aucune aide ne leur a été versée, car Olga et Greg n'étaient pas assurés. Sur l'île, moins de la moitié des habitants a une assurance habitation. On n'était pas assurés, ni nous ni le propriétaire, parce qu'on est trop près de la mer déjà, donc c'est difficile pour trouver une assurance. Si tu veux habiter ici, c'est des risques et périls. Malgré tout, vous avez accepté les risques et périls? Ben oui, parce que nous, ça faisait 7 ans qu'on habitait dans cette maison, et depuis 11 ans qu'on était là, il n'y avait jamais rien eu de grave, donc on n'a pas l'impression que ça va nous arriver, quoi. Vivre au bord de l'eau était le rêve de cette famille. Aujourd'hui, elle se retrouve sans maison, sans école, mais aussi sans travail. Olga a organisé des excursions pour les touristes à bord de ce catamaran, aujourd'hui coulé. Voilà, ça c'est le bateau où je travaillais. Il était normalement à Facebook, côté hollandais. Si Olga travaillait côté hollandais, c'est parce que les conditions y étaient bien plus rentables. Par exemple, un bateau qui fait du charter côté français, il peut prendre jusqu'à 28 personnes, alors que là-bas, on n'est pas limité. Nous, on prenait jusqu'à 86 sur le bateau. Donc forcément, côté français, ils ont un manque à gagner. De toute façon, entre le côté français et hollandais, c'est vraiment à 2 vitesses, quoi. Là-bas, tout est fait pour faire du fric, et ici, tout est restreint, quoi. Si le côté français cool et qu'ils n'ont pas de touristes, ça les arrange même, quand même, quelque part. Côté français, les quelques coins qui peuvent accueillir des touristes se situent principalement autour de la marina. Problème, ils sont fréquentés par des consommateurs de crack, une drogue dure qui fait des ravages sur l'île. Ce fléau est favorisé par la proximité du lieu de fabrication de la drogue. Saint-Martin est à seulement quelques heures de la Colombie, premier producteur mondial de cocaïne, qui sert à faire du crack. Équipés d'une caméra discrète, nous avons voulu savoir s'il était facile de se procurer ces drogues. Derrière cette maison, en quelques secondes, le contact est pris. Cet homme nous propose de la cocaïne. Il nous demande de le suivre dans une maison voisine. Ici, on trouve de la cocaïne et son dérivé, du crack, à des prix défiant toute concurrence. Le caillou de crack est à 5 €, c'est 4 fois moins cher qu'en métropole. Et ici, les dealers aiment prendre soin de leur clientèle. À droite du dealer, nous croisons 2 personnes assises sur une banquette. Hello. Elles sont en train de fumer du crack avec une pipe artisanale. Visiblement, les dealers ont aménagé un espace pour que leurs clients consomment directement sur place. Une véritable maison à crack, ouverte tous les jours, sans interruption. À la caserne de gendarmerie, Jean-Philippe, chef de la brigade de recherche et son équipe, enquête depuis plusieurs semaines pour démanteler ce trafic en plein quartier touristique. C'est un supposé trafic de stupéfiants qui prend place sur la rue Low Town. Donc c'est une rue qui part de Marigot en direction du côté hollandais, qui est située au bord de la marina. On s'est aperçu effectivement que très rapidement les consommations de crack étaient avérées par plusieurs individus qui viennent régulièrement sur ce parking. Vulgairement, on appelle ça le parking des craqués. Ce parking au bord de la marina est un lieu de consommation à ciel ouvert.
À ce stade de l'enquête, les gendarmes n'ont pas encore tous les éléments pour prouver le trafic. Ce qu'il nous faut, c'est d'une part essayer d'identifier les individus qui sont sur cette zone de stationnement, mais au-delà de ça, de savoir d'où vient le produit. On a des soupçons sur une ou plusieurs maisons dans ce lotissement-là. Donc très difficile d'accès. Pourquoi? C'est toutes des petites artères, des petites ruelles, des petites impasses. C'est un vrai petit labyrinthe. C'est une spécificité à Saint-Martin. Les maisons sont imbriquées les unes aux autres. Difficile pour les gendarmes d'identifier le point de deal et les trafiquants. Lendemain matin, Jean-Philippe et ses collègues décident de mettre en place des surveillances discrètes. Une partie de l'équipe part à bord d'une voiture banalisée. Niveau en discrétion. Non, bah non, je savais pas. Surtout être le moins visible possible pour assurer la plus grande des surprises en cas d'interpellation. Mais sur une île où la partie française est 2 fois plus petite que Paris, difficile pour les gendarmes de passer inaperçus. Ouais, là par contre, c'est un bon méchant. Pas trop. Il t'a reconnu? Moi, il m'a jamais vu, mais ouais. il a bien regardé. On se connaît presque tous. Ça se croise, il faut prendre encore plus de précautions. À quelques kilomètres de là, Jean-Philippe préfère miser sur la discrétion en se rendant sur son point de surveillance à pied et dans un look passe-partout. L'étiquette correspond au produit, on est dans une zone touristique. On est dans une zone où effectivement le gendarme en tenue tire l'œil. Ça peut donner le port de la casquette, ça peut donner la paire de lunettes de soleil. Tous ces éléments qui ne vont pas attirer l'œil et qui vont nous faire fondre dans le paysage au maximum pour la réussite de l'opération. Jean-Philippe a repéré il y a quelques jours un immeuble avec un point de vue en hauteur, juste en face de la zone de trafic de drogue. Mais pour y accéder, il faut faire un peu d'escalade. En fait, c'est un grenier d'une habitation. C'est une résidence, il n'y a pas grand monde dans la résidence. Et en fait, ce grenier a une lucarne qui donne une vue panoramique sur le parking visé, le craqué. Il faut se resservir de l'échelle, la remettre en place. Pouvoir faire quelques photographies correctes. D'ici, Jean-Philippe peut observer le parking et cette maison grise qu'il soupçonne d'être le point de vente de la drogue. Les enquêteurs vont tenter d'obtenir des preuves visuelles du trafic en photographiant les allées et venues des clients depuis plusieurs points de vue. On est 6, donc on a 2 militaires qui sont placés en observation-surveillance sur un hôtel désaffecté qui est au fond de la rue, donc une vue globale de la rue Lowtown. On a un militaire qui couvre la zone pour prendre en filature, on a 2 autres militaires qui sont eux en tenue et qui procèdent au contrôle sur un périmètre assez large, et moi qui suis ici. On espère que la pêche va mordre. À une centaine de mètres de là. C'est bon, on est tous ensemble dans le perchoir. Ces 2 gendarmes remarquent de l'activité. Il est 7 h du matin et les consommateurs défilent déjà au pied des habitations. J'avais l'impression que c'est devenu une banalité, c'est un truc de fou. Hein. T'as ton supermarché à crack à côté de là où tu dors. Si tu veux refaire une île, de toute manière, il faut aussi enlever les fléaux qui la touchent. Hein. Le stup facile comme ça, c'est un fléau de dingue. Hein. De son côté, Jean-Philippe repère alors une personne qu'il suspecte depuis des semaines d'être un client. Le mec en bleu ciel, il est rentré à gauche. Il demande à un de ses collègues, en planque dans la rue, de le prendre en filature. Alors, il faut que tu me contrôles. Un individu qui est sur la marina, c'est un t-shirt bleu, rayé et blanc. C'est un individu qui a peut-être 40 ans. Tu le vois, il est là? Voici l'homme qui intéresse les enquêteurs. À peine sorti de la maison, il consomme aussitôt du crack à l'aide d'une pipe, sous les yeux du gendarme. Lui, il consomme aussi devant toi? C'est une pipe à crack améliorée, c'est artisanal. Ouais, mais il n'y a pas de souci. Donc ça, note bien ton heure de consommation. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a un premier individu. Donc, il fait sa consommation devant un des enquêteurs. Il le constate à 8h04. Donc, à partir de là, c'est un délit. Et on a un basculement de cadre juridique qui peut être probant. Faire la course au consommateur permet aux gendarmes d'essayer de faire tomber le point de deal. L'homme pris en flagrant délit déclenche l'intervention. On peut se mettre en place et procéder à l'intervention. Et ben on s'équipe et puis le temps que le pays arrive, on sera là. À de suite. On n'a plus qu'à se souhaiter bonne chance pour trouver maintenant de la matière. L'adrénaline qui commence à monter. Sur place, le peloton d'intervention de la gendarmerie boucle toute la zone d'habitation. Cette unité est spécialisée dans les opérations sensibles. Dès la vue des gendarmes, la tension monte. Cette femme habite la maison suspectée d'abriter le trafic de drogue. Elle se montre agressive.
Les enquêteurs soupçonnent qu'elle soit sous l'emprise de stupéfiants. Pour cette autre femme, impassible et inerte, cela fait moins de doute. Elle est en train de mourir sur sa chaise. Elle est défoncée. Ah, elle est défoncée. Les gendarmes du peloton d'intervention se retrouvent confrontés à un problème. Là, au milieu, là. Ils réalisent que la maison en question est en fait traversée par plusieurs autres habitations. C'est un véritable labyrinthe. Il faut faire vite pour empêcher d'éventuelles fuites tout autour du lotissement. Tout est emboîté, c'est compliqué, on peut y accéder de n'importe quel côté. Au lieu de repasser de l'extérieur, mais on va attendre les résultats. C'est alors que dans une des habitations, les gendarmes tombent nez à nez avec un jeune homme. Un enquêteur le contrôle aussitôt. Il veut savoir si c'est bien lui, le dealer. T'habites là? Ok. T'as une pièce d'identité? L'homme a des papiers français, mais ne parle pas très bien la langue. T'as de la drogue ou des trucs chez toi? De la weed ou de la... Est-ce que t'as du stupéfiant, t'en as ou pas? De la drogue. Un petit peu de ça. Attends, on regardera après. On va aller chercher le chien, on attend là. L'homme précise qu'il aurait du cannabis en très faible quantité. Un chien renifleur va fouiller toutes les coursives de la maison. Au bout de quelques minutes, la fouille est positive. Des plants de cannabis de l'autre côté. Ok, bon, ça c'est bien. Des plants de cannabis. Aucune trace de crack pour le moment. Mais les gendarmes ne s'attendaient pas à découvrir une plantation de cannabis. Alors on a découvert des pieds de cannabis dans un jardin. C'est bien. Combien? Ouais, une petite quinzaine, il doit y avoir une quinzaine. Ouais, c'est un peu chaud là, faut être... commencer à monter un peu en pression. Et c'est loin d'être fini. D'autres plants de cannabis défilent encore. Échaudée par la découverte des gendarmes, la femme se montre à nouveau violente. Les gendarmes tentent de calmer la situation. L'homme qu'ils soupçonnent d'être un trafiquant serait en fait son frère. Ils habiteraient ensemble. À la fin de la perquisition, les enquêteurs finissent par trouver chez eux le produit qu'ils recherchaient. On va faire les analyses, mais je pense que ça doit être des petits cailloux de crack avec de la cocaïne, tout simplement. Le trafiquant présumé est emmené à la brigade pour être placé en garde à vue. Jean-Philippe est satisfait, malgré le contexte difficile de la perquisition. Celle-ci est compliquée parce qu'on est sur un quartier, on est sur du ruelle, on est sur des petites impasses, avec des familles qui vivent dans des situations un petit peu précaires. Et en tout cas, ça s'est très bien passé. D'une part par le produit découvert, qui était le produit recherché et qui faisait l'ouverture de nos investigations, c'est-à-dire de la blanche, cocaïne ou crack. Et puis une plantation de cannabis qui est quand même assez importante. Donc voilà, un individu placé en garde à vue. Faut attendre 24 heures. De retour à la brigade, les enquêteurs comptabilisent au total plus de 60 plants. Sur l'île, avoir une ferme de cannabis à domicile est facile et ne coûte pas cher par rapport à la métropole. C'est gagnant-gagnant comme opération. À part un peu de terreau, un peu d'eau et il n'y a pas besoin d'éclairage UV, il n'y a pas besoin d'humidificateur. Là, il n'y a absolument rien. C'est à l'air libre, on a l'eau, on a le soleil, donc ça pousse très vite. Disons que ça facilite le business. 60 plants de cannabis rapporteraient environ 35 000 € chaque année. Au domicile du prévenu, environ 3 000 € et dollars ont été retrouvés en petites coupures. Mais lors des auditions, le jeune homme nie que l'argent provient du trafic de stupéfiants. Enfin, l'argent lui aurait été remis par sa mère qui aurait perçu des loyers d'appartements et qui ne sont pas forcément en rapport à ce qu'on a ici. C'est des reçus qui sont faits sur des petites planches papier. Un simple achat d'un petit carnet de quittances de loyer qu'on trouve chez le Chinois pour 3 $ et qu'on remplit à la main sans vérification, quoi. L'homme sera convoqué par le tribunal. Il risque jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Le point de deal autour de la marina est détruit, mais Jean-Philippe sait qu'un autre le remplacera. Irma a renforcé la précarité de certaines familles qui n'hésitent plus à se tourner vers le narcotrafic pour subsister. Le trafic va certainement bouger dans les quelques jours, ça perdurera, ça on le sait très bien. C'est le jeu du chat et de la souris. C'est quand même des gens qui vivent dans des conditions d'hygiène ou difficiles, suite déjà au cataclysme qu'ils ont subi avec Irma, et puis la misère sociale qui peut s'insérer aussi dans ces petits quartiers. Si elle veut survivre, la partie française devra repenser le tourisme. Un quai pour yachts et paquebots de luxe était prévu d'ici la fin de l'année. Irma a reculé l'échéance. Celui qu'on surnomme l'ouragan du siècle sera l'occasion pour tenter de tout reconstruire en mieux et se tourner, comme son voisin, vers un tourisme haut de gamme.